Et ce soir, l'invité d'Europe Nuit, c'est Charlotte Recoquillon, chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des tensions raciales aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, question simple. Est-ce que la sortie de Donald Trump sur le thème « Ces fils de pute » vous a étonné? Je dis bien étonné, pas choqué. Non, ça ne m'a pas étonnée, étant donné qu'on connaît maintenant le personnage qui s'est fait élire, bien qu'on sache que c'est quelqu'un qui est capable de tenir des propos de vestiaire à propos des femmes qui sont tout à fait outrageants et du même de la part acabit. d'un président américain. On n'est plus dans la campagne présidentielle, on est vraiment, oui, mais enfin, j'allais dire, sur le terrain. On a bien vu qu'il ne prend pas spécialement de pincettes particulières et que la rhétorique qu'il a aujourd'hui est la même que celle qu'il avait en campagne. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a très peu de vocabulaire et s'exprime dans un langage très vil. Est-ce que c'est d'une certaine manière un retour en arrière, la haine raciale, l'attisement de la haine raciale, à Rosa Parks, à Martin Luther King, à la marche de Selma en Alabama? Est-ce que ce sont tous ces épisodes de l'histoire américaine, tristes épisodes qui ressortent tout d'un coup? Plus que d'un retour en arrière, on s'inscrit effectivement dans un continuum et une histoire des tensions raciales aux États-Unis. Et je dis histoire des tensions raciales et non pas histoire raciale, puisque cette histoire a depuis le début été faite de la domination d'un groupe par un autre, dans la violence et la coercition. Dans un premier temps, et puis par des moyens légaux dans un deuxième temps, les lois de Jim Crow, la ségrégation officielle, à laquelle on a mis fin dans les années 60 avec les droits civiques. Mais cette discrimination par la loi a fait place à de la discrimination et de l'oppression plus subtile et plus dans les faits. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les questions de violences policières qui sont au cœur des protestations depuis plusieurs années. Mais là, dans le cas d'espèce, le vecteur, c'est le sport. Donc on a envie de dire on est en terrain neutre dans la zone sportive. Alors, en l'occurrence, donc c'est plus complexe encore. En l'occurrence, Colin Kaepernick, qui est le footballeur qui a commencé cette protestation il y a plus d'un an, en août 2016, il est d'abord, pendant plusieurs matchs, resté assis sur son banc avant de mettre un genou à terre, et il s'est toujours ouvertement exprimé en disant qu'il protestait contre l'oppression des Noirs et des gens de couleur aux États-Unis. Donc c'est une protestation politique, contrairement à ce que disent Trump et les gens qui tiennent ce discours-là. C'est pas une protestation contre le drapeau ou contre l'hymne, c'est une protestation politique contre l'oppression. Même si ça tombe au moment de l'hymne. Parce que c'est un moment symbolique, effectivement, mais quelque part c'est presque patriotique en fait de le faire à ce moment-là, puisque ces Américains-là qui protestent sur la rhétorique que les valeurs et que les promesses faites par la Constitution et la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'égalité, de liberté, de bonheur ne leur sont pas données au même titre qu'aux Blancs, et donc ils les réclament en tant qu'Américains et en revendiquant ce droit constitutionnel américain. Ça a tout son symbole, puisqu'on se souvient de Jacques Chirac qui, dans la tribune d'un stade, quand la Marseillaise était sifflée, peut-être que Donald Trump s'est dit qu'il y avait j'allais dire un lien avec cet épisode-là, et peut-être qu'il s'est dit que c'était à ce moment-là une bonne façon de dire sa contestation à lui. Non ? Alors, je pense que Trump connaît très bien le rapport de force. La NFL, la Ligue nationale de football américain, est composée au niveau des joueurs à environ 70% de joueurs noirs et 27% de joueurs blancs. Mais pour ce qui est des fans et des spectateurs, c'est complètement l'inverse. Et il y a environ 15% de spectateurs noirs et 80% de spectateurs blancs. Pour ce qui est des propriétaires de clubs, on est dans un rapport qui est encore plus fou, puisqu'il y a 99% de propriétaires blancs, enfin 33 sur 34, et un propriétaire asiatique, donc 0% de propriétaires de clubs noirs. Pour toutes les positions de management, à responsabilité, etc., dans les clubs, idem, 80%, 20% en gros au maximum. Il connaît très bien le rapport de force, Donald Trump. Il sait où est l'argent, il sait qui a le pouvoir. Il sait où agir. Et il sait où agir, et il sait très bien qu'il ne va pas perdre d'électeurs. Et en plus, qu'est-ce qu'il risque ? Les Blancs vont pas se mettre à massivement se détourner de lui. Ceux qui ont déjà voté pour lui savaient très bien pourquoi ils ont voté pour lui. Quant aux Noirs, ils n'ont pas voté pour lui.
Donc il ne va pas perdre spécialement de la popularité sur ce genre de discours. Comment est-ce que vous voyez les jours prochains? Est-ce qu'on va avoir des jours où ça va se tasser ou des émeutes? Comment est-ce que vous voyez les jours prochains? Alors, je suis pas... Vous n'êtes pas médium, je sais bien, mais dans l'histoire américaine, souvent on a vu que il y avait des moments de tension et puis souvent après ça s'est tassé. Et puis c'est un peu le symbole de la cocotte minute, c'est que tout d'un coup ça réexplose après. Je ne sais pas si ce schéma... C'est-à-dire que tant que les problèmes contestés ne seront pas réglés, effectivement, il y aura des résurgences de protestations. Sous le mandat de Trump? Sous le mandat de Trump, il y a peu de chance. Mais en même temps, les groupes et les citoyens continuent de mettre la pression sur ce gouvernement, mais aussi sur les médias qui de plus en plus couvre ce genre de questions, etc. Donc il y a quand même une opinion publique qui évolue, qui devient un peu plus sophistiquée et un peu plus mature sur ces questions-là, même si la société américaine à l'heure actuelle a tendance à être de plus en plus clivée et non pas sur une voie de réconciliation et d'apaisement, en tout cas pour le moment. Donald Trump est empêtré dans ce bras de fer avec la Corée du Nord. Il hausse le ton avec l'Iran sur le thème du programme nucléaire. Il tente une reconquête de son peuple. De l'autre côté, il congédie Steve Bannon, jugé comme trop extrémiste, trop voyant. Du coup, on ne sait plus trop où il va. C'est-à-dire est-ce qu'il veut apparaître comme un homme du peuple, liant un peu l'Amérique, Make America Great Again, mais sans forcément la tendance un peu extrémiste. Et puis, d'un autre côté, on a un Trump sur cette carrière internationale, sur ces bras de fer avec différents pays. Ça fait quand même beaucoup de choses à faire tout d'un coup. Là, il se rend pas service lui-même. Oui, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce soit en politique extérieure ou en politique intérieure, Trump est un incendiaire, est un pyromane. Et quand il peut mettre de l'huile sur le feu, il le fait. Il prend de pincettes sur aucun sujet. Et il a l'impression qu'il voit pas les conséquences. Non, et puis il se comporte pas du tout, effectivement, dans un rôle de diplomate et de chef des armées. Au sujet de Colin Kaepernick, juste pour boucler la boucle, il avait déclaré déjà en campagne que s'il n'était pas content, il avait qu'à aller se trouver un autre pays. Et ça veut bien dire qu'à la fois, il comprend qu'il y a une critique profonde qui dépasse la question du drapeau, mais qu'en même temps, il n'a aucune intention de la régler. Merci beaucoup, Charlotte Recoquillon. Désolé de terminer sur cette conclusion assez pessimiste, finalement. Merci, Charlotte Recoquillon, chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, d'avoir été avec nous.